Bienvenue dans l'émission Le Business du Fitness, le podcast pour comprendre le futur du fitness et inspirer tous les professionnels à devenir une meilleure version d'eux-mêmes. Je suis Andy, coach sportif depuis 20 ans et j'accompagne des coachs et des patrons de clubs à créer un business dont ils sont fiers. Avec ce podcast, je vous propose de rencontrer ensemble des personnes inspirantes. L'idée est de rentrer dans leur tête et de comprendre comment ils en sont arrivés là aujourd'hui. Si vous voulez recevoir toutes les notes de l'épisode, pensez à vous inscrire à la newsletter. Vous trouverez le lien dans la description. Dans l'épisode du jour, j'ai le plaisir d'inviter Flora Wyss, fondatrice d'un social club dans le pays de Gex, La Salle, et en parallèle, elle développe Find Sport, un média communautaire pour les coachs sportifs et les salles de sport. On a parlé de plein de choses passionnantes avec Flora, de comment monter un club sans rien ni connaître de l'industrie, comment être légitime et manager une équipe à 24 ans. On a parlé de l'évolution du fitness et de sa vision des choses, de comment faire pour démarrer de zéro dans le coaching sportif, comment trouver ses premiers clients, comment améliorer son personal branding, comment être plus productif. Est-ce qu'il faut aujourd'hui créer un média quand on est coach sportif et encore beaucoup d'autres choses. Bref, je ne vous en dis pas plus et je laisse place à notre conversation avec Flora. Bonjour à tous, bienvenue dans le business du fitness et aujourd'hui j'ai la chance d'avoir Flora avec nous. Bonjour Flora. Salut Andy, merci pour l'invitation. Avec plaisir. J'aime bien commencer par la petite phrase d'introduction. Comment tu pourrais te présenter en 1 à 2 minutes top chrono? C'est toujours un petit peu l'interro surprise, ça, la présentation du départ. Donc, je m'appelle Flora, je suis basée aujourd'hui à Lausanne. J'ai un cursus à la base d'école de management en France, prépa école de commerce et école à Paris. Ensuite, j'ai ouvert une salle de sport proche de Genève que j'ai voulu vraiment conviviale, vraiment ambiance social gym. Et je me suis formée du coup dans le coaching par un CQP d'abord parce que je montais la salle en même temps. Et puis un DGEPS après en kickboxing aussi. J'ai une super équipe qui ont des BPGEPS et tout ce qu'il faut pour le coaching là-bas. Et je développe depuis 2 ans maintenant la communauté qui s'appelle Find. On s'oriente de plus en plus vers la partie médias, podcasts et événements communautaires pour rassembler les coachs sportifs, les salles de sport et faire évoluer un petit peu tout le monde et faire converger tout le monde sur les sujets qui les animent. Ok. Et du coup, avant de rentrer dans cet écosystème de l'univers, un petit peu de l'industrie du fitness, c'était qui Flora avant? Avant, je bossais dans l'événementiel ski, freestyle et snowboard. Ok. Donc, pas grand-chose à voir, mais c'était toujours une Dans le ambiance, domaine du sport? voilà, toujours dans le domaine du sport et en tout cas dans le domaine du job passion. Même si je sortais de grande école, j'ai toujours eu du mal à me voir dans les métiers qu'on nous destinait. Et tu, Et tu as passé ton enfance où alors? près de Genève, dans une petite bourgade se nomme le Pays de Gex, que peu de gens connaissent peut-être. Et je m'excuse d'ailleurs aussi, vous avez peut-être entendu des petits bruits. J'ai mon fils en écharpe qui parfois va faire des petits bruits, mais voilà. Yes. Non, je connais bien Gex. On a vécu 2 ans à Gex quand on s'est rapproché de la Suisse. Donc, moi, je connais bien. Et du coup, qu'est-ce que t'ont appris ces années et qui te servent aujourd'hui sur toute la partie, sport de glisse ou ce que tu as pu faire? Ça a été quoi les enseignements pour toi? Il y avait un gros côté job passion déjà qui était top. L'idée de bosser toujours avec des gens passionnés, ça m'a vraiment conforté dans l'idée que c'était ça que je voulais faire, que j'avais besoin de vibrer tous les jours et parler à des gens passionnés de leur métier. Après, c'était la partie aussi créative. J'étais dans une petite agence avec un boss qui était extrêmement créatif, on a monté ensemble un festival qui s'appelait l'IF3 et qui s'appelle maintenant le High Five Festival, qui est un assez gros festival de films de ski. Et ce patron est ouais, super passionné, hyper créatif, toujours dans l'idée de faire de faire participer tous les acteurs d'un milieu. Et ce côté rassembler et faire participer tous les acteurs, c'est vraiment ça qui m'a inspirée et que d'ailleurs aujourd'hui je réplique un petit peu avec Find dans l'univers de fitness. Faire que des gens qui peuvent être concurrents finalement se retrouvent à parler ensemble et à bosser ensemble parce qu'on œuvre tous pour un même but. Ok. Et à cette époque-là, tu étais salarié ou déjà tu avais cette casquette d'indépendance? Comment ça s'est passé pour toi? J'étais salariée. J'étais salariée, en fait, j'ai fait mon premier stage chez eux. Après, j'en ai fait d'autres dans le cadre de l'école de commerce, mais j'avais fait mon premier stage chez eux.
Et quand j'ai terminé mes études, j'ai été tout de suite embauchée chez eux. Donc, j'ai fait 3 ou 4 ans en tant que salariée avec eux. Et j'ai continué à bosser en tant qu'indépendante d'ailleurs avec eux sur les années qu'on suivit jusqu'à l'année dernière. Donc, ça fait plus de 10 ans. Ok, excellent, excellent. Et comment on en vient du coup de passer d'une agence à monter un club? Ça a été quoi le cheminement par rapport à ça? C'était un joli hasard, un beau voyage et un mojito. Ok. En gros, je me suis rendu compte au bout de 3 4 ans que bah, le milieu du ski, j'adorais ça, mais j'étais pas non plus passionnée, même si je suis née sur des skis comme, enfin sur un snowboard plutôt, comme beaucoup de gens de chez nous. Mais voilà, c'était pas forcément ce qui me faisait me lever le matin, même si je trouvais ça super chouette. Du coup, j'ai choisi de quitter l'agence. Et j'avais pas forcément encore de projet à ce moment-là. J'étais assez perdue, je savais pas vraiment ce que je voulais faire. Donc, je suis partie voyager 6 mois en Amérique centrale. Et pendant que j'étais là-bas, un coup de téléphone de mon père qui me dit je vais construire un bâtiment sur le terrain que j'ai acheté il y a longtemps, donc à Thoiry pour ceux qui connaissent le Pays Gex. Que je fasse un étage ou 2 étages sur la construction, ça ne changera pas grand-chose. Si on faisait une salle de sport au deuxième. Bon, moi j'étais dans un hamac au Guatemala, j'ai réfléchi un petit peu et j'ai dit bon, bah, pourquoi pas. Ok. Et à cette époque-là, tu connaissais un petit peu l'industrie ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout, ok. Pas du tout. J'avais 24 ans et j'étais au Guatemala et voilà, il m'a parlé de ce projet. Alors, on était tous les deux et lui surtout dans les arts martiaux à la base. Moi, je faisais un petit peu de boxe, mais pas du tout. Donc, je me suis formée après. Ok. Et tu as eu une éducation où tes parents sont entrepreneurs ou ça s'est passé comment? C'est quoi le shift au niveau du mindset? Bah, mon père est entrepreneur depuis toujours, presque toujours. Il a été un petit peu salarié, mais ça lui a jamais trop réussi. Ouais. Entrepreneur depuis toujours. Et moi, je crois que je me suis toujours sentie un peu assez autonome. Et au moment où il m'a donné les clés, en fait, je sais pas, il m'a dit ça te dirait qu'on monte la salle de sport? Et au départ, il voulait le faire avec une franchise. Et il m'a dit, bah écoute, j'ai trouvé une franchise un peu sympa qui mélange fitness et sport de combat, qui a fait faillite depuis, mais il m'a dit, j'ai trouvé cette franchise-là. Il faut juste un gérant. Globalement, la franchise va tout te donner. Toi, tu as une formation d'école de commerce, donc tu pourrais très bien faire la gérante et puis tu pars quand tu veux. Voilà, donc c'est rentré comme ça. Et puis finalement, il me restait quand même encore 4 à 5 mois de voyage après où j'ai eu le temps de bien réfléchir, de noter plein d'idées sur un carnet. Et quand je suis rentrée, il y avait aussi encore un an de construction du bâtiment. Ça, c'est ce que j'avais pas toujours compris, tout de suite compris. Mais du coup, pendant toute cette année-là, il s'est trouvé qu'on s'est peu occupé de la franchise finalement. Et puis, assez naturellement, j'ai monté mon concept plutôt que de suivre la franchise. Alors, quelles sont les étapes pour les personnes éventuellement qui aimeraient justement construire ou développer un centre, une salle ou autre? Quelles sont les premières étapes que tu pourrais justement partager? Comment tu t'y es pris? Écoute, la chance que j'ai eue, c'est justement que j'avais le temps et j'avais des journées entières à voyager, à réfléchir sur ce que je voulais faire. Donc, je crois que les premières choses, c'est vraiment de poser sur papier l'intention. Quel type de lieu je veux faire, quelles valeurs je veux transmettre, voilà, quel type d'activité je veux faire et quel type d'entrepreneur je veux être aussi, peut-être. Même si à l'époque, je pense que je ne le savais pas de manière aussi claire, mais je me suis rendu compte après, plusieurs années après, que ça m'avait beaucoup servi de retrouver ces carnets où j'avais mis pas mal de notes. Donc la première étape pour moi, ce serait ça. Après, bon, évidemment, il faut se Est-ce que tu former. crois, Si, oui, excuse-moi, est-ce que tu crois que c'est une force aussi d'avoir été à l'étranger? Parce que souvent, moi, les meilleures idées, je les ai pas quand je suis dans mon bureau, mais souvent quand je suis à l'extérieur en train de faire des choses complètement différentes. Est-ce que pour toi, ça a été une force du coup d'être à des milliers de kilomètres et tu vois, d'avoir un peu le cerveau qui cogitait en dehors des murs? ouais, complètement. Complètement. Je crois, je suis comme toi. Toutes mes meilleures idées, je les ai toujours eues en vacances, à l'étranger, en congé mat en ce moment. J'ai jamais, quand je suis dans le jus, j'ai jamais de très bonnes idées. Et puis, bon, à l'étranger, c'est vrai qu'à ce moment-là, au final, tout est possible parce que je suis loin, je connais pas l'industrie, j'ai même jamais été abonnée dans une salle de fitness. Je sais pas si ça faut que je le dise Ok. à cette époque-là. Donc, je faisais plein de sports différents, mais j'étais jamais allée en salle de fitness. Donc voilà, à ce moment-là, tout est possible. Et comment te viennent les idées du coup? Parce que j'ai du mal à me dire, putain, je vais me lancer dans un business, j'ai jamais été dans un club.
Ouah, je ne saurais pas vraiment par où démarrer, quoi. Est-ce que tu as été du coup, est-ce que tu en as profité pour aller, alors peut-être qu'au Guatemala, il n'y a peut-être pas de centre ou autre, mais je ne sais pas, est-ce que tu as été visiter des choses que tu aurais aimé? Enfin, comment tu as fait? Écoute, j'ai creusé pas mal sur les réseaux et sur Internet, forcément, ce qui existait. Après, c'était à la base, moi, je croyais que c'était une franchise qu'on allait monter au tout début. Donc, en fait, je regarde un peu ce que fait la franchise. C'était un mix de fitness, salle de muscu et sport de combat. Tu te souviens? C'était un, C'était quoi comme ça, franchise? ça s'appelait Fitness. Fitness, ok. Voilà. Et donc, je regardais un peu ce qu'ils faisaient. Et au départ, je me base vraiment là-dessus. Et donc, à ce moment-là, je me pose pas vraiment la question de ce que je vais faire au cœur d'activité parce que je me dis, OK, le cœur d'activité, il est là, c'est la franchise qui va le fournir. Et moi, au final, j'ai réfléchi qu'à tout ce que je voulais mettre autour. Donc, j'ai rajouté un studio yoga. Je pensais à toute cette histoire de café, de smoothie, enfin voilà, tous ces trucs cool qu'on peut mettre autour d'un club. Et j'ai plutôt pensé en fait aux valeurs et à l'état d'esprit qu'il y aurait autour de ça. Et à ce moment-là, j'ai pas vraiment remis en question le cœur du métier. C'est que Ouais. après, quand je suis rentrée en France, on a eu un an du coup de construction du bâtiment. C'était une année bien remplie où je me formais en CQP, en même temps on gérait le chantier, en même temps je bossais presque à temps plein parce que j'avais plus d'argent en rentrant de voyage. Donc, et du coup, c'est à ce moment-là aussi qu'on a fait les salons du fitness et toutes ces choses-là, rencontrer un maximum de monde pour aussi prendre des idées. Et on a rajouté d'ailleurs, après avoir discuté avec pas mal de monde, un studio de spinning parce que c'était un truc un peu en vogue à ce moment-là. Mais ouais, après, l'idée, c'était de parler à un max de monde et puis prendre des idées, essayer de prendre le meilleur de chaque idée. Ok. Et entre ce que tu avais noté dans tes petits papiers et Day One, ça ressemblait plus ou moins ou il y avait des choses qui étaient complètement différentes? Je crois que ça ressemblait plus ou moins. Le seul truc qu'il n'y avait pas, c'était effectivement le café, les smoothies, les repas, parce que bon, bah, c'est un autre métier quand même de faire ça en plus. Donc, mais je crois que l'ambiance y était. À l'inauguration, j'avais commandé des pantoufles estampillées la salle. Donc, on avait mis tout le monde pieds nus en pantoufles dans la salle. Euh, je crois que tout y était à peu près. Après, et ça nous a pris encore du temps pour vraiment poser les valeurs et les faire on va dire, ressortir par l'équipe, c'est sûr, et construire l'équipe aussi. Mais, Ok. C'est quoi qui a été le plus difficile pour toi au démarrage? euh, qu'est-ce qui a été le plus difficile? Franchement, au démarrage, c'était pas le plus difficile parce qu'au démarrage, on était à fond dans le lancement. J'étais super contente. Ouais, j'ai pas vraiment eu de complications, j'ai l'impression, à ce moment-là. C'était évidemment plein de complexité, de livraison de machines, de travaux, de planning, de tout ce que tu veux. Mais c'était pas difficile. C'était chargé, mais c'était pas difficile. Le plus difficile, ça a été après, c'est le management. Ouais. Ok. Après, le temps de construire son management, construire sa légitimité. J'étais une jeune femme de 24 ans quand j'ai ouvert. Forcément, les coachs, beaucoup sont des hommes, parfois plus âgés. Donc, il y avait au niveau de la gestion, tu vois, fallait aussi que je puisse asseoir ma légitimité. Et puis moi, j'étais en train de me former en tant que coach. Mhm. J'étais assez sereine sur mon expérience de gestionnaire, mais sur mon expérience de coach, bah, pas forcément encore. J'avais besoin de pratiquer. Mhm. Euh, et du coup, c'était moins évident. Et après, bah, c'est le fait de tenir une ligne de conduite dans le recrutement, tenir une ligne de conduite dans le management. Sur les années, ça m'a pris 3 bonnes années pour construire une équipe stable. Ok. Et au début, tu as démarré avec combien de personnes, combien de coachs? C'était quoi Euh, le personnel? un coach à temps plein et un stagiaire BPGEPS. Ok, un coach. Ok, ok, ok. Et, euh, et du coup, là, au niveau rentabilité et tout, tu as réussi assez rapidement à pouvoir être rentable au niveau du business. Ouais, dès la première année, ça c'était cool. C'était Dès cool. la première année, on était rentable, on a eu tout de suite beaucoup de monde. Ah bon, tu connais un petit peu le Pays de Gex, c'est vrai que c'est une zone où il y a peu de lieux de loisirs et c'est surtout une zone dortoir où les gens qui travaillent à Genève Mm. viennent habiter. Donc il y a peu d'entrepreneurs et il y a peu de lieux de vie en fait. Il y a deux, trois cafés, deux, trois bars, mais c'est tout. Donc vu que nous, on a voulu faire vraiment un lieu de vie autour du sport et pas juste un lieu de sport, ça a tout de suite pris et ça c'était chouette. Ok. Et quels sont on va dire, tes plus grands succès au niveau marketing qui t'ont permis justement de développer le club?
Est-ce que tu as pu cibler ou c'est plus le fait de travailler sur ses valeurs et ce que représente le club qui a fait qu'au fur et à mesure, là, avec le bouche à oreille, les recommandations, c'est ce qui a fait améliorer le club et grandir le club. Ouais, je crois que c'est vraiment ce que tu dis là, c'est les recommandations, le bouche à oreille. Alors, la chance au départ, c'est comme on a construit le bâtiment, bah, on est au bord d'une voie rapide enfin, sur laquelle passent tous les frontaliers. Donc, comme on a construit le bâtiment, c'était assez visible, si tu veux, parce Ok. que petit à petit, les gens qui passaient tous les jours, il y avait un terrain vague, et puis petit à petit, ils voyaient les étages se monter, etc. Donc, ça a fait un petit teasing. Et c'est pas comme quand tu rajoutes juste une enseigne, quoi. Là, il n'y avait pas de bâtiment et d'un coup, on a construit le bâtiment. Donc, on a eu un gros coup de visibilité grâce à ça. Tout de suite, on va dire même plusieurs mois avant l'ouverture, je faisais pas mal de choses sur les réseaux sociaux pour justement commencer à créer cette communauté. J'avais fait des préventes aussi, donc j'avais demandé donc j'ai des gens qui venaient sur le chantier m'amener leur chèque pour leur abonnement. Ok. Euh, Tu te et souviens, est-ce que ça représentait à Day One combien tu avais déjà de membres? Il me semble que le jour de l'ouverture, en comptant les préventes et les gens qui étaient venus le premier jour, le jour de porte ouverte, on avait une centaine, je crois, Ah à ouais, peu ok. près. Ok. Ouais, ça avait ça. Et puis après, ouais, c'est vraiment l'ambiance. On a eu deux, trois petits articles dans la presse locale. Et puis le fait que ce soit une aventure familiale, le fait que bah, nous, on soit très présents. C'est vrai que des fois, il y a des salles qui s'ouvrent. Ils mettent un coach là, et puis après, et puis il n'y a personne Mhm. non plus qui transmet. Nous, c'était un bâtiment familial. C'est mon père qui avait construit le bâtiment avec moi. On avait ouvert la salle ensemble. Alors lui était très peu impliqué dans la gestion quotidienne, mais quand même, il était là. Il m'avait beaucoup conseillé. Et puis, les gens connaissaient un petit peu l'histoire. Et puis moi, j'étais présente tous les jours de 9h à 21h, quoi. Et plus si affinité. Donc le fait d'être vraiment là, de parler aux gens et de transmettre, je crois que c'est ça qui a le mieux marché. Ok. Et, qu'est-ce que tu en retires du coup? Quels ont été les enseignements là sur les premières années? Euh, pour moi, qui suis très passionnée et à la fois très libre, c'était à la fois ma plus grande réussite. Ça m'a donné beaucoup de fil à retordre, mais du coup beaucoup de confiance après quand je me suis relevée. Et en même temps, c'était aussi ma plus grande prison pour moi parce que je me sentais un petit peu enfermée. J'avais pas le choix dans les moments où ça allait pas. C'est pas comme un job où tu peux poser ta lettre de démission et dire bah non, en fait, ça va pas, quoi. Tu as 400 000 euros d'investissement derrière toi et une salle. Voilà, à l'époque, je sais plus, au bout de 3 ans, il y avait peut-être, on était 6 ou 7 déjà à travailler dans la salle. Donc, tu peux pas arrêter comme ça. Donc, je sais pas si c'est de la Tu as résilience eu des encore à moments ce moment-là, de mais doute, ouais, beaucoup. beaucoup? Beaucoup, surtout sur la ouais, deuxième, troisième année. Tu vois, comme je disais, le premier employé qui s'en va, ça fait te questionner. Tu te dis, bah, voilà, comme on n'est que deux avec un stagiaire, quand il y en a un qui s'en va, c'est compliqué. Et puis après, quand j'essayais de développer d'autres activités et puis que bah, j'étais rappelée un petit peu par les feux à la salle, euh, c'était difficile, je me sentais enfermée. Et puis voilà, après, finalement, j'ai repris les bases, on a reconstruit une équipe stable. J'ai un directeur maintenant qui est devenu mon associé, qui s'appelle Mathieu, qui est juste génial et qui gère très très bien la salle. Donc on fait une bonne équipe et ça me permet maintenant de pouvoir développer d'autres activités avec beaucoup plus de sérénité que je faisais à l'époque. Mais justement, dans les moments difficiles, ça a été les voyages, les salons. Je me souviens d'un voyage au salon du fitness à San Diego, le IRSA, qui m'a vraiment réouvert les yeux. Ça permet de prendre du recul, de trouver des solutions et puis de repartir un petit peu au charbon, retrouver de l'énergie. Ok. Et du coup, et c'est très juste ce que tu dis, c'est souvent on se dit ah bah le salariat, on est cloisonné dans des horaires ou autres, je vais être indépendant ou je vais monter mon truc et on s'aperçoit qu'en fait on se crée entre guillemets sa propre prison, c'est-à-dire qu'on est enchaîné de très tôt le matin jusqu'à très tard le soir, pratiquement tous les jours de la semaine. Euh, Comment on fait justement pour s'extirper de l'équation à un moment donné quand on a son propre business? Comment tu t'y es pris du coup? Bah, du coup, j'ai essayé de construire une équipe qui était impliquée et qui serait capable de prendre les mêmes décisions que moi, si jamais ils étaient amenés. Euh, une étape importante, ça a été aussi un séminaire que j'ai fait avec Tony Robbins aux États-Unis et où il disait si tu peux pas
partir de ta boîte. Tu t'es juste créé un job salarié de toi-même, mais tu n'as pas monté une boîte en fait. Mhm. Et à partir de là, bah, il y avait plein de choses à mettre en place. Euh, C'est S'assurer quoi la que première l'équipe... chose, ouais. Alors, la première chose, c'était des ateliers avec l'équipe sur justement les valeurs du lieu et comment chacun pouvait les vivre et pouvait les ressortir pour s'assurer que bah, les valeurs du lieu, elles ne soient pas là que quand moi je suis là. Ça, Mhm. c'était un truc hyper important. Euh, et puis, ouais, passer un maximum de temps à construire quelque chose de stable, construire des process stables avec l'équipe pour que eux-mêmes puissent retransmettre la même chose à leur manière, bien sûr. Hein, chacun va sortir aussi sa créativité, mais voilà, que je puisse leur faire confiance et que eux puissent se sentir autant dans leur boîte que moi, presque, à la salle. Ok, ok. Donc, mettre en place des process et des systèmes et ensuite les inculquer à ton équipe. Euh, Comment tu as... Parce que là, ça fait combien de temps? Ça fait 7 ans, je crois, ou Ça non? fait 6 ans, ouais, c'est la 7e année, ouais. Septième année. Comment ça s'est passé avec l'étape du confinement, des Covid et tout? Bon, c'était génial, comme tout le monde. On a fermé, on a fait des cours en ligne. Non, on a fait un petit peu comme tout le monde, je crois. C'est-à-dire que on s'est dit, OK, notre job, c'est quoi? Est-ce que notre job, c'est de proposer une salle de sport à des gens dans un lieu fermé? À ce moment-là, ben, on était mort. Et après, on s'est dit, OK, notre mission, finalement, c'est social gym, c'est d'apporter du bien-être, d'apporter de la convivialité. Donc, on a essayé de continuer à faire ça. On a fait des challenges sur les réseaux sociaux, on a fait des cours en ligne, on a fait, dès qu'on a pu, on a fait des travaux pour faire un CrossFit extérieur, un espace extérieur. Euh, et puis voilà, on a bricolé comme tout le monde, mais on n'a jamais rien lâché. En tout cas, tous les jours, on était au boulot et on a, je crois même, bossé même plus que quand la salle est ouverte. Ok. Et comment on fait après 7 ans pour continuer à avoir de nouvelles idées, pour continuer à se réinventer? Comment tu fais, toi et ton équipe, justement, pour éviter de se reposer sur ses acquis? Bah, on continue à écouter les gens, je crois. On continue à écouter nos clients parce qu'au final, c'est eux qui nous donnent les idées. Donc, on les écoute, on essaie de voir ce qui leur plaît, ce qui leur plaît plus. On suit nos chiffres de manière assez proche, les chiffres de fréquentation, les chiffres de vente. Et à partir de là, bah, on prend des décisions. Il n'y a plus de changements spectaculaires, un peu comme il y a les premières années. Les premières années, des fois, tu réinventes un peu la roue tous les ans. Là, maintenant, c'est plus des changements spectaculaires, c'est des petits réglages de quelques pourcents, de quelque chose qu'on va modifier quand on remarque qu'il y a une baisse de fréquentation d'un côté ou qu'il y a une idée de l'autre. On creuse, c'est plus du travail un peu plus minutieux. Et après, bah, on continue à parler à un maximum de monde et ce que je fais avec Find me permet de parler à beaucoup de coachs, beaucoup de salles un peu partout et du coup, ça permet d'avoir aussi des idées. Ouais. Ok. Et qu'est-ce qui a fondamentalement changé entre ta première année d'existence et là, à 6, 7 ans? Est-ce qu'il y a eu des gros changements? Est-ce que tu as vu des changements? Est-ce que tu as vu l'industrie évoluer? C'est quoi ta vision? J'ai pas vu énormément d'évolution parce que bon, nous, on a ouvert tout de suite en mode sans engagement, sans frais de dossier. Déjà, donc je crois qu'on était déjà un petit peu en avance à ce moment-là. Mais ça, c'est sûr que j'ai senti que la tendance s'est vraiment accentuée et que les gens viennent chez nous en grande partie pour ça et qui refusent beaucoup les engagements. Tout le Mhm. monde rentre en nous disant, mais moi, je peux pas m'engager un an. Bon, en plus, nous, on est dans une zone où il y a beaucoup d'étrangers qui viennent, qui repartent. Mais ça, c'était un truc qu'on avait déjà un petit peu perçu à l'époque et qui aujourd'hui est fondamental et on pourrait pas le changer, ça c'est sûr. Euh, Aussi bien sur les types d'abonnements que sur les types d'activités. Nous, on propose plein d'activités différentes. On a une grande salle qui fait à peu près 700 mètres carrés, mais dans laquelle on a fait plusieurs studios. Donc, c'est un peu comme un agrégat de plusieurs boutiques gym, quoi. Boutique gym box, muscu, spinning, yoga, cross-training. Donc, je peux, en tant que client, avoir un abonnement spécifique à une sorte de boutique gym spécifique ou quand je m'inscris, j'ai le droit à tout le panel. Non, justement, c'est en mode bar à salade, quoi. Tu prends ce que tu veux. Et ça, je crois que c'était aussi déjà assez novateur à l'époque. Maintenant, il y a plus de salles qui le font. Mais le fait que tu puisses payer que pour ce que tu veux consommer, que pour les activités qui t'intéressent,
Et après, bah, tu prends une base pour une activité. Donc, si je veux faire que du cross-training, ça me coûte 49 € par mois. Et après, si je veux rajouter la boxe, c'est 59. Si je veux rajouter le vélo, c'est 69. Si je veux faire des cours de yoga, c'est à la carte. Si je veux un programme muscu, c'est en plus. Parce que dans les abonnements qui existaient beaucoup à l'époque, c'était tu as ton abonnement pour la salle muscu, c'est l'abonnement de base. Après, tu rajoutes un peu plus, tu as le droit au cours co et tu as toujours la muscu. Mais au final, d'une part, ça dévalorise vachement la muscu. La muscu était intégrée par défaut dans tous les abonnements, sauf qu'il y a plein de gens qui voulaient pas y aller. Et en plus, bah, les gens qui sont pas suivis, de toute façon, ils y vont pas. Donc, on s'est dit, on va séparer et on va valoriser aussi la muscu avec le suivi qu'on y fait, les humains qu'on y met. Et c'est vraiment ça qui a changé, je crois. Et les gens étaient au final, au début, on avait des abonnements un peu tout inclus comme ça. Et en fait, on avait des gens qui venaient nous dire, ah ouais, mais moi, j'utilise pas ça, donc je voudrais payer moins cher. Oui, mais en fait, c'est un package. Donc, on s'est dit, finalement, on va tout saucissonner. Et puis, les gens payent pas forcément moins cher qu'avant. Mais par contre, ils sont contents parce qu'ils ont le suivi qu'ils veulent pour les activités qu'ils veulent et ils payent pas des activités pour rien. Et ça dévalorise pas, nous, notre service non plus. Ouais, puis je pense que ça augmente votre panier moyen du coup. Ouais, ça a augmenté notre panier moyen et ça augmente la satisfaction surtout. Et c'est ça qui est cool. Ok, ok. Euh, Aujourd'hui, pour faire connaître le club, c'est quoi vos sources d'acquisition, hormis les recommandations? Beaucoup Google. La seule publicité payante qu'on fait, c'est Google. C'est du référencement Google. Ok, Après, on est évidemment actif sur les réseaux sociaux, mais on ne fait pas de campagne. ouais, C'est ok, vraiment campagne Google, ouais. ok, ça marche. Et, euh, et du coup, en parallèle, tu as monté Fine Sport. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Comment ça s'est fait? Pourquoi tu l'as fait? Ouais, alors au tout début, Fine Sport, c'était il y a à peu près 2 ans que j'ai commencé à avoir l'idée. L'idée, c'était de connecter les salles et les coachs, permettre à une salle de trouver très facilement un coach euh, dès que tu en as besoin, à l'heure où tu en as besoin. Ça, c'était le but, une espèce de marketplace du fitness et rassembler tout le monde. On a commencé à construire ça et en creusant et en parlant à tous les acteurs, on s'est rendu compte que oui, il y avait besoin de ça, il y avait besoin de connexion, mais en fait, c'était pas une marketplace qui allait permettre de connecter les gens. Parce que la majorité des coachs, en fait, ils voulaient plus aller bosser en salle. Et parce que les salles, ce qu'elles proposaient, bah, ça correspondait pas forcément aux coachs. Et, euh, et que ce qu'il fallait, c'était surtout beaucoup plus de relations entre les humains et pas juste un ordinateur au milieu. Et c'était pas juste une question de disponibilité, on va dire, et de mise en relation. Donc Mhm, finalement, on développe plutôt la partie communautaire, puisque c'est vraiment ça qui est ressorti, la partie humaine. Et donc Find aujourd'hui, c'est un site média avec des contenus d'aide à la décision et d'accompagnement pour les coachs et les salles de sport. Beaucoup hein, qu'on écrit un petit peu nous, mais qu'on prend surtout d'inspiration auprès de gens qu'on interviewe avec le podcast qu'on fait aussi qui s'appelle Radio Vestiaire. Beaucoup pour faire parler un peu tous les gens de l'industrie. Et donc, c'est le podcast aussi, et c'est des événements en physique pour l'instant en Suisse. Donc, ça s'appelle Entre Coachs, et il y en a eu à Genève et à Lausanne, et il y en aura d'autres. Et en France, on espère l'année prochaine. ok, ok. Et pourquoi tu as voulu justement rapprocher les patrons de club et les entités, enfin l'entité coach, instructeur? Disons que je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup d'incompréhension, alors qu'on on travaille tous ensemble. Là, je prends ma casquette de patronne de club. On travaille tous ensemble pour le même objectif. Et pourtant, très souvent, c'est un peu le bras de fer, quoi. C'est chacun tire la couette de son côté. Euh, les coachs, si vraiment je caricature, les coachs vont dire qu'ils sont exploités par les salles. Les salles vont dire que les coachs ont un ego surdimensionné et ils sont ingérables. Voilà, si vraiment je vais dans les extrêmes, bien sûr. Mais du coup, il y a un problème de discussion. Et c'est dommage. Je trouve ça super dommage parce qu'on est dans un job où, a priori, tout le monde est passionné et où on œuvre pour le bien-être des gens, en fait. On fait tous un job un peu social, on cherche à avoir de l'impact. Et je trouvais super dommage que les coachs se retrouvent à coacher dans leur garage ou dans des parcs, alors qu'il y a des gens qui investissent pour faire des magnifiques salles et qui, du coup, ont du mal à mettre des coachs dedans. Mhm, ok. Et du coup, après ces 2 premières années, quelles sont tes conclusions par rapport à ça? C'est pas trop compliqué? C'est toujours compliqué de rapprocher les salles et les coachs.
heureusement, le discours humain euh, pardon, résonne quand même. Excuse-moi, je bois un coup. Vas-y, vas-y. Ouais, heureusement, le discours résonne quand même. Mais c'est vrai qu'aujourd'hui, en tout cas dans les grandes chaînes, c'est plus difficile de faire entendre ce discours-là parce que forcément, il y a des contraintes économiques et puis les gens eux-mêmes sont pas présents dans les clubs, tu vois. C'est des managers qui sont dans les clubs, donc là, c'est moins évident. Mais dans les salles indépendantes, il y a souvent une vraie envie de créer des cultures d'entreprise, de fidéliser les coachs. Et du coup, c'est hyper intéressant de parler avec tout le monde et d'essayer de trouver des moyens pour que tout le monde puisse s'en sortir et être content, sachant que il y a des coachs qui veulent être entrepreneurs, mais il y en a aussi plein qui ne veulent pas en fait, ça leur correspond pas, et pour autant, ils n'ont pas beaucoup d'autres solutions d'exercer leur métier. Et c'est dommage aussi que ceux qui ne veulent pas être entrepreneurs soient obligés, s'ils veulent être salariés ou moitié salariés, d'aller plier des linges et faire le ménage dans un club. Comment on fait alors pour fidéliser son équipe? Alors, comme je disais dans le podcast de Sean la semaine dernière, je parlais avec beaucoup d'humilité là-dessus parce que c'est pas évident loin de là. Mais les petites choses que je peux identifier, ça va être je pense en tout cas, de bien travailler les valeurs déjà. S'assurer que on a des gens qui sont en phase avec nos valeurs et en phase avec ce qu'on veut transmettre dans le club. Parce qu'au final, il y a autant de coaching que de coach et il y a autant de valeurs que de salles, je crois. Chacun transmet une âme différente et c'est vraiment un métier d'humain. Donc, je crois que l'important, c'est déjà de s'assurer que les humains sont en phase avec la vision. Et donc, ça demande pas mal de travail, hein. Soit, nous, on bosse beaucoup avec les tests de personnalité DISC. Euh, on a bossé aussi beaucoup en intelligence collective. Il y a plein de choses qu'on peut faire avec ces équipes pour s'assurer qu'on est en phase. Et après, c'est aussi mettre en place des systèmes de rémunération et des systèmes d'évolution de carrière qui sont pertinents, quoi. Permettre aux coachs d'évoluer aussi et qu'ils ne soient pas payés la même chose pendant 10 ans. Mhm. Ok. Et on n'a pas parlé, mais par rapport à toi, ton centre, est-ce qu'il y a vous développez beaucoup le coaching? Ouais, beaucoup. Beaucoup. Et du coup, les coachs salariés sont rémunérés en plus sur le coaching. Ok. Au Comment final. tu vois, toi, c'est quoi ta vision du fitness? C'est quoi ta vision du coaching dans les années à venir? Je fais une pause à cette question, je vais rendre mon enfant et je reviens. Ça marche. Yep. Excuse-moi pour cette petite pause technique. Il n'y a pas de souci. Il s'agitait un peu trop. Du coup, tu disais. Oui, c'est quoi ta vision de l'industrie du fitness et du coaching dans les années à venir? Alors ça, c'est toujours un petit peu compliqué de répondre, mais moi, j'ai l'impression que ça se polarise beaucoup. Donc, il y a des clubs qui deviennent énormes, type Basic Fit et autres, qui du coup prennent une grosse part de marché. Et à côté de ça, il y a plein de petits centres, des petits centres de coaching, des petits boutiques gym, etc., qui du coup sont capables de créer beaucoup de liens humains. Je crois que ça se polarise. J'ai l'impression que les clubs un petit peu de moyenne taille vont avoir des jours plus difficiles devant eux, notamment parce que il y a des espaces muscu, mais qui sont pas forcément aussi grands et aussi abordables en termes de tarifs que ceux qu'on peut trouver dans un Basic Fit, par exemple. Mhm. Et du coup, c'est plus difficile. Je crois qu'il va y avoir, en tout cas, beaucoup de lieux où on met l'accent sur l'humain. euh, et beaucoup de lieux où on met plutôt l'accent sur les installations, même si dans ces grands clubs, ils font aussi appel maintenant à pas mal de coachs pour fidéliser les gens. Donc je crois que l'humain, de toute façon, devrait être là, j'ai l'impression. Même si on va dans un monde de plus en plus digital, le coaching en ligne, c'est aussi difficile de maintenir la motivation, je crois. Et qu'en tout cas, pour ceux qui font du job en physique, il y a beaucoup de choses à faire en s'occupant bien des gens. Alors, comment faire justement? Je sais il y a beaucoup de coachs qui écoutent le podcast. Selon toi, si je devais commencer de zéro mon métier de coach, par où je dois m'y prendre? Comment je dois faire? Alors la première chose, et là je radote toujours un peu, c'est faire le point sur qui je suis et qu'est-ce que je veux, quel entrepreneur je veux être. Est-ce que je veux être tout seul dans mon studio toute la journée avec un client? Est-ce que j'ai besoin d'être très sociable, d'avoir beaucoup de monde autour de moi? Est-ce que je suis quelqu'un d'assez introverti, plutôt extraverti? Je crois que c'est bien de faire le point sur qui on est pour pouvoir choisir le bon statut.
Si je suis un peu un ermite et que je veux coacher que des gens qui sont hyper carrés, hyper calmes et qui n'ont pas forcément envie de papoter pendant toute leur séance, bah, je vais pas monter du tout le même studio ou faire le même truc que si je suis un coach qui a qui a envie de parler, de mettre du fun dans toutes ses séances, qui fait moins attention aux résultats peut-être et puis plus voilà, au divertissement, on va dire, dans la séance. Je crois que c'est hyper important de se poser ces questions-là. D'une part, pour soi-même être capable de tenir longtemps dans le métier et d'autre part, être capable d'être performant avec ses clients. Donc ça, c'est la première chose. Et après, c'est de bien organiser, je pense, les outils de travail. Il y a beaucoup de coachs, je crois, qui se retrouvent coincés avec 200 WhatsApp pour gérer les prises de rendez-vous, plein de problématiques administratives, les factures, les TVA, les machins. Bon, voilà, c'est pas pour ça, en général, qu'on se forme en tant que coach. On se forme pour coacher. Et puis, Mhm. quand on se retrouve à faire tout ça à côté, parfois, c'est frustrant. Et il y en a beaucoup qui arrêtent parce que ils se rendent compte qu'ils n'ont pas le temps de coacher aussi bien et ou autant qu'ils le voudraient. Donc, je crois que c'est bien de mettre en place des process, de prendre des outils de gestion, de mettre en place des automatisations, des liens de prise de rendez-vous, du suivi de ses cartes, de sa comptabilité, etc. dès le début, en fait. Avoir tout de suite une bonne structure. Comme ça, on peut vraiment garder du temps pour s'exprimer en tant que coach et construire vraiment sa façon de coacher, donner une âme à son coaching. Et une fois qu'on est stable, enfin qu'on est bien organisé, c'est beaucoup plus facile aussi de pouvoir bien réfléchir les valeurs de son coaching et comment je vais les transmettre à la fois dans ma communication, sur mes réseaux, sur mes sites internet, etc. pour ma prospection et même en coaching avec mes clients. Et aujourd'hui, l'un des plus gros freins, tu as dû l'entendre aussi, c'est comment on fait pour trouver des clients? C'est quoi ta recette magique à toi? Comment on fait pour trouver des clients? Je crois qu'on commence par effectivement bien définir ce qu'on propose. C'est-à-dire qu'on dit souvent, si tu n'as pas d'objectif, tu risques pas d'y arriver. Bah, si tu n'as pas défini qui tu cherchais, tu risques pas de les trouver, quoi. Ça, Mhm. c'est sûr. Donc, je crois que c'est important de définir qui on cherche. Euh, Ceux et celles qui vont écrire sur une carte de visite, coach sportif, perte de poids, renforcement musculaire. Ok, c'est bien, mais est-ce que tu peux pas te dire autre chose? C'est un peu comme si Nike, au lieu de dire just do it, il disait paire de chaussures dans boîte en carton avec des lacets et une semelle, quoi. Mhm. Je crois que c'est important de travailler son marketing et son personal branding d'abord. Et après, bah, voilà, je ne vais pas apprendre à tout le monde que ça peut être bien de faire soit un compte sur les réseaux, soit des cartes de visite, soit des flyers, soit aller parler aux gens, tout simplement, en fait. Et essayer de faire des séances tests, offrir quelques séances, mais attention, avec un deal derrière auprès des gens à qui on offre, pas juste faire du gratuit dans le vent. Offrir des séances et puis derrière demander des témoignages, faire des petites vidéos, demander des avis sur Google, toutes ces petites choses-là, je crois que c'est important. Pratiquer un max et se faire connaître avec sa spécificité. Comment on fait justement? Parce que moi, je m'intéresse beaucoup au personal branding. Comment on fait pour démarrer justement un, un travail sur soi et comment on fait pour améliorer son branding personnel? Alors, je suis pas du tout experte en la matière, mais un des outils que j'utilise beaucoup, c'est, comme je te disais, c'est les tests de personnalité DISC. Mhm. D'ailleurs, on va en faire un, parce qu'on a fait un live avec Sean Seal la semaine dernière. On a un peu rigolé et finalement, je lui ai envoyé un test de personnalité à faire et on va le débriefer en live sur son YouTube la semaine prochaine. Donc, je crois que faire un test de personnalité, ça peut déjà être un bon début. Euh, non pas qu'on apprenne beaucoup de choses sur soi, mais ça permet parfois d'organiser ce qu'on sait, ce qu'on ne sait pas, et puis de confirmer un petit peu des intuitions qu'on pouvait avoir. Ça, c'est le début. Après, se poser sur qu'est-ce que je fais de bien, qu'est-ce que je fais de pas bien, et puis quel est mon why? Pourquoi je me lève le matin? Qu'est-ce que j'attends de ma journée et qu'est-ce que j'attends de mon job, en fait? Parce que c'est comme ça que je tiendrai le plus longtemps. Je crois que ça, c'est le début. Puis essayer du coup de voir comment je peux communiquer ça de la meilleure des manières. Donc, est-ce que ça me correspond du coup de faire des posts sur LinkedIn? Est-ce que ça me correspond du coup de faire de l'Instagram? Ou est-ce que ça me correspond plus de faire des événements associatifs dans ma région, dans ma ville, dans mon quartier? Je pense qu'on peut trouver, on n'est pas tous obligés d'être sur Instagram et chacun va trouver
ses canaux de communication par rapport à comment il est. Il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise aussi avec des équipes de sport pour travailler sur la performance. Enfin, je crois qu'en fonction de ce qu'on aime faire, il faut après aller trouver les gens qui nous correspondent et les canaux surtout qui nous correspondent. Ok. Il y a un sujet aussi qui me tient beaucoup à cœur, c'est le média. Tu en as parlé tout à l'heure avec Fine Sport. Je crois qu'aujourd'hui, qu'on soit solopreneur ou qu'on ait un business, il faut créer un média. En tout cas, moi, j'en suis absolument convaincu. C'est quoi ta vision par rapport à ça? Est-ce que c'est encore intéressant aujourd'hui de créer un média quand on est coach ou quand on a une structure? J'aimerais bien avoir ta vision des choses par rapport à ça. Je crois que ça dépend. Effectivement, du côté des marques, on dit de plus en plus que les marques deviennent des médias et les médias deviennent des marques, et qu'effectivement, offrir du contenu, c'est hyper important. Je crois que ça dépend vraiment de quel est ton business, parce que ça prend aussi énormément de temps de produire du contenu. Ça, c'est un secret pour personne. Si tu veux vraiment, bah, comme nous par exemple, développer une communauté ou comme toi, rassembler, toucher beaucoup de coachs, oui, je crois que c'est vraiment hyper important de produire du contenu, d'offrir du contenu et d'offrir cette vision aussi, d'apporter des témoignages, etc. Si tu coaches de manière indépendante chez toi ou dans une salle et que tu as peut-être 10, 20 ou 30 clients, je pense que ça va te demander énormément de temps d'animer un média. Par contre, tu peux tout à fait, ça peut se faire dans le sens d'envoyer un lien ou une photo de temps en temps sur un groupe WhatsApp avec tous tes clients. C'est vrai que le côté communautaire, dans tous les cas, est important, mais chacun va le faire à son échelle, à son niveau et avec le temps qu'il a. Ok. Est-ce que tu as des exemples de coachs, enfin, de ce que tu as pu voir, qui ont créé justement des médias et ce média leur sert du coup pour leur business? Bah, je crois que l'exemple en tout cas le plus parlant que je connaisse, c'est Sean Seal de Upside Strengths. Lui, il a créé un podcast. Je crois que moi, je suis passée la semaine dernière, j'étais numéro 259. Donc, je crois qu'il en a produit un certain nombre. Il produit aussi énormément de vidéos sur YouTube. Il intervient beaucoup dans des événements. Donc, voilà, il donne énormément. Et ça sert forcément son business derrière, puisque bah, il intéresse en faisant ça. Il donne une partie d'information. Il récolte de l'intérêt, du questionnement. Et c'est comme ça qu'il a beaucoup de monde, aussi bien en personal training que après en formation pour d'autres coachs ou en intervention dans des salles. Ok. Et c'est quoi ta vision du coup à plus ou moins long terme avec Fine Sport? Tu veux aller dans quelle direction par rapport à ça? Nous, l'idée, c'est vraiment d'être au cœur de l'industrie. C'est-à-dire qu'on est concurrent avec personne. On permet juste à tous les acteurs du fitness, que ce soit salle, coach, d'être visibles et de porter leur voix s'ils en ont envie. Donc, l'idée, c'est de prendre le meilleur, on va dire, de chaque partie, de chaque personne, de chaque acteur, y compris les partenaires aussi, hein, les gens qui fournissent des logiciels, qui travaillent beaucoup avec les salles et avec les coachs pour être un lieu central où on cherche de l'info, où on cherche à rencontrer quelqu'un. Si tu es coach ou que tu montes une salle de sport, ou que tu veux lancer un nouveau logiciel pour les salles, par exemple, j'aimerais qu'on puisse nous contacter et qu'on nous dise, OK, qu'est-ce que tu as comme info pour nous sur le secteur à ce moment-là? Qui tu peux nous présenter? Qu'est-ce qu'on peut faire ensemble? Pour nous, c'est vraiment le but, d'être un allié et un média de communication central dans l'industrie. Ok. Aujourd'hui, c'est plus facile de communiquer avec les coachs ou de communiquer avec les patrons de club? C'est vraiment une communication différente. Avec les coachs, forcément, c'est souvent plus simple parce qu'il suffit d'un message Instagram et on échange facilement. Euh, ouais, c'est quand même plus facile avec les coachs. Mais voilà, une fois qu'on parle avec des dirigeants de club, souvent l'échange est aussi riche et hyper pertinent. Mais c'est moins facile de les atteindre. Ok. Et moi qui m'intéresse beaucoup à ce que font les clubs et les patrons de clubs me sollicitent pour mettre en place le personal training. Comment ça se passe en Suisse? Est-ce que le personal training est beaucoup euh, à l'intérieur des clubs de fitness généralistes? Est-ce que ça commence à se développer de plus en plus ou ça reste encore quelque chose d'assez marginal, ça?
Très peu, c'est très marginal. En tout cas, dans les grandes chaînes. Après, la Suisse est un tout petit marché, hein. Il y a trois ou quatre grandes chaînes qui tiennent le marché. C'est très marginal. Le personal training est dans les clubs, mais c'est les coachs qui payent un loyer. Voilà, c'est vraiment le modèle classique. Les clubs, aujourd'hui, comme je te disais, ils ont des managers qui sont là, mais les dirigeants, bah, ils sont dans un bureau ailleurs. Donc, ils n'ont pas le temps vraiment de venir mettre en place et manager les équipes de coachs. Donc, en gros, bah, ils sous-louent, tout simplement. Et il n'y a pas vraiment de contrôle qualité qui se fait, dans les grandes chaînes en tout cas. Ok, Après, il y a beaucoup de coachs indépendants qui font chez eux ou qui ouvrent des petits studios. ok. Qu'est-ce que, est-ce que tu as eu l'occasion de voir des structures qui t'inspirent beaucoup, des marques de boutiques gym ou autres qui t'ont dit, ah ouais, tiens, ça c'est une bonne idée ou autre? Euh, Bon, il n'y en a pas un parce qu'en fait, comme je disais tout à l'heure, le marché est déjà assez polarisé, je trouve, ici. C'est vraiment, bon, l'immobilier est très cher hein, en Suisse, donc soit c'est des tout petits studios et il y en a plein qui sont inspirants et parce qu'ils ont chacun mis vraiment leurs pattes dans leur studio, du coup, vu que c'est en général une ou deux personnes max qui ont monté le truc, c'est toujours assez spécifique avec leurs valeurs et leur vision. Et après, c'est des grandes enseignes plutôt généralistes où il y a assez peu d'âmes. Donc, c'est déjà assez polarisé pour l'instant. Pas vraiment. En France, il y a le concept épisode qui a été monté par la chaîne Néonest il y a plusieurs années, qui est, je trouve, assez intéressant. Ils ont, bah, pareil, c'est un espèce d'agrégat de boutique gym, donc suivant ce qu'ils appellent des hubs, suivant les clubs où ils sont, euh, ils vont mettre plus ou moins d'activités dedans. Mais c'est pas mal. Je trouve que pour une chaîne de studios, du coup, ils ont réussi à mettre pas mal d'âme dans leur studio et à proposer une offre qui est assez intéressante. Ouais. Excellent. Euh, c'est quoi ton échec préféré? Est-ce que tu as un échec préféré à nous partager? Mon échec préféré. Euh, Est-ce que j'en ai plein probablement? Est-ce que je les retiens? Non. Euh, Je me souviens d'événements tentés à la salle parce que la salle, c'était vraiment mon laboratoire. Enfin, c'est toujours d'ailleurs mon petit laboratoire pour tester plein de choses. Comme c'est une petite salle avec des clients qui sont assez impliqués. En général, ils nous en veulent pas trop quand on fait de la merde. Mais on a tenté plein de choses, y compris des soirées avec DJ, plein de trucs. Et des fois, on a fait des soirées sport où il y avait le DJ et tout. Ça avait marché du tonnerre. Et un jour, on a voulu faire une soirée, un samedi soir, vraiment soirée du club avec DJ et tout. Et il y avait personne. Ce jour-là, il y avait vraiment personne. Je sais pas exactement pourquoi ça avait pas marché ce jour-là. Mais ouais, il y a ça. Après, souvent, aussi des échecs de management. Tu vois, j'avais eu une vision pour quelqu'un. Et puis, il se trouve que, en fait, en tant que manager, tu t'imagines que cette personne-là va pouvoir évoluer d'une manière ou d'une autre, enfin, d'une certaine manière. Et puis, en fait, cette personne-là, elle voit pas du tout les choses de la même façon que toi. Et du coup, après, bah, elle s'en va et ça fait des grosses déceptions. Euh, je crois que c'est surtout en termes de management, ouais, les échecs. Ok. Et comment tu vois ton rôle de chef d'entreprise aujourd'hui? Comment je le vois? Euh, Comment tu fais justement à travers tes différentes sociétés pour pouvoir tout gérer? En plus, aujourd'hui, ben, tu es maman. Comment tu arrives justement à gérer tout ça? je sais pas. Je sais pas, ça se fait finalement. C'est une histoire de. Alors, il y a plein d'outils qui m'aident. J'ai un Google Agenda très rempli avec plein de couleurs différentes en fonction des différents projets. Euh, Il y a les gens aussi qui travaillent avec moi sont absolument géniaux et me permettent de me rappeler les choses quand il y a besoin. Et on a mis en place pas mal de process. Voilà, les choses sont dans l'agenda. Mathieu, le dirigeant de la salle, je le vois toutes les semaines et on n'y déroge pas. Les premières années, des fois, on dérogeait parce que j'étais dans le jus, on laissait tomber la réunion. Et ça marche pas. C'est comme ça qu'on ratait le plus de choses. Donc maintenant, il y a des choses que je m'impose et que je lâche pas.
J'ai vraiment fixé tel jour je travaille pour telle entreprise, tel jour je dois parler à telle personne. Euh, Ça, c'est le plus important et c'est ce qui m'aide le plus. Et après, j'ai plein de petits outils. On a Popwork notamment qui permet de se partager des feedbacks en équipe. Donc, ça fait des bons rappels sur de quoi on doit parler dans la semaine. Parce que moi, des fois, je vais gérer plusieurs sujets dans la même semaine. Et du coup, le lundi d'après, quand je reparle à Mathieu, j'ai complètement oublié certains sujets brûlants de la salle. Donc, lui, il me les met dans le Popwork, ça marche bien. C'est beaucoup de gestion et de petits process finalement. Euh, et aussi, j'essaye de garder que ce qui me plaît. Tout ce qui me plaît pas, j'essaye de l'enlever au maximum ou soit de le déléguer, soit de le faire faire autrement pour qu'il me reste que les choses qui me plaisent et du coup, j'oublie moins de choses en fait parce que je fais que des choses qui m'intéressent. Ok. C'est quoi tes meilleurs outils alors du coup de productivité? Si tu en avais, si t'en avais deux, trois à nous partager. Alors ouais, Google Agenda à fond, parce qu'on le partage avec toute l'équipe, y compris tous les coachings privés, etc. Dans une salle, tout est dessus. Les réunions, les coachings de tout le monde, les cours collectifs de tout le monde, les horaires de travail, tout est sur Google. Ok. On l'utilise beaucoup. Popwork, quand tu as une équipe, je trouve que c'est top parce que ça permet de récolter les feedbacks de tout le monde et l'état d'esprit. Quand tu n'as pas le temps d'être avec ton équipe, ça évite les surprises. Je me C'est-à-dire suis quoi? Ça fait quoi? Moi, je peux t'envoyer j'envoie directement un message à l'ensemble de l'équipe, c'est ça? En fait, toi, en tant que manager, tu paramètres à qui tu veux envoyer et chaque semaine, chaque membre de ton équipe reçoit un petit questionnaire qui lui demande comment s'est passée sa semaine, quelles ont été les réussites de sa semaine, les problématiques de sa semaine et s'il y a d'autres sujets dont il ou elle veut parler. C'est très rapide, mais ça permet d'avoir des feedbacks toutes les semaines de tout le monde. Parce Ok. que quand tu n'es pas tout le temps présent, tu peux pas parler à tout le monde et tu te retrouves des fois après 3 4 mois avec une surprise. Tu as une personne de ton équipe qui vient et qui démissionne et tu dis bah, je comprends pas, qu'est-ce qui s'est passé? Bah ouais, mais il y a ça, on s'en est pas occupé, il y a ça, on n'en a pas parlé, il y a ça, tu m'as pas demandé. Et en fait, tu le vois pas venir sinon. Ok. Donc, Popwork, ça marche super bien pour ça et ça permet de garder une trace aussi et de permettre de ne pas oublier ce dont tu es censé parler avec ton équipe. Dans les petits outils de productivité, de prise de rendez-vous, on utilise pas mal Calendar aussi. C'est un truc que tu mets dans ta signature de mail et les gens peuvent prendre rendez-vous. Ça t'évite de parler 12 fois. Est-ce que tu es dispo le 2 à 10h? Ah non, bah plutôt 10h30. Voilà, donc ça, c'est super pratique aussi. Euh, voilà, je crois que c'est l'essentiel des outils. En tout cas, après, pour Find, on utilise beaucoup, mais ça, c'est plus quand tu es dans le digital, donc ça sert moins au coach, mais beaucoup d'outils d'automatisation d'emailing. On utilise Mailchimp, on utilise beaucoup Zapier. Zapier, c'est génial. Dès qu'on a une nouvelle personne qui s'inscrit sur Find, automatiquement, elle vient dans notre base de données Mailchimp. Automatiquement, du coup, elle reçoit un mail de bienvenue. Toutes ces choses-là que tu n'as pas besoin de faire à la main, c'est vraiment bien. Ok. 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 Euh, Avec déjà tout ce que tu fais, est-ce que tu as d'autres projets? Non. Non? Non, écoute, j'ai pas de nouveau projet d'entreprise, bien que dans le même esprit que Find, mon associé Thomas sur ce projet-là, lui, il vient de l'outdoor, donc du ski. Donc finalement, je reviens un petit peu à mon environnement dans lequel j'avais commencé ma carrière. Et lui aimerait beaucoup qu'on puisse monter le même principe dans le milieu de l'outdoor, parce qu'au final, les problématiques qu'on traite avec les indépendants coachs sportifs sont assez similaires aux problématiques que peuvent avoir les guides de ski, les profs de ski, les guides de rando, d'alpinisme, de montagne, etc. Et donc, on envisage de lancer un podcast à ce sujet-là, un peu dans le même style. Ok, parfait. Est-ce qu'il y a autre chose que tu voudrais partager ou un message que tu voudrais adresser au coach ou au patron de club? Je voudrais leur proposer déjà de nous rejoindre le 20 novembre à Lausanne pour ceux qui sont proches de nous. On organise donc un événement qui s'appelle Entre Coachs qui permettra à tout le monde de se rencontrer et d'avoir pas mal de conférences aussi autour de plein de thèmes comme l'automatisation justement, la production de contenu, l'ouverture de son studio de personal training, des choses comme ça. Et puis à tous ceux qui seraient intéressés pour accueillir un événement de ce type-là en France, de nous contacter pour nous proposer un lieu et une date pour l'année prochaine. Ok, top, ça marche, super. Bah, merci en tout cas, Flora, pour toutes ces bonnes idées. Moi, je te souhaite plein de belles choses.
en tant que maman et en tant qu'entrepreneuse. J'espère qu'on aura aussi l'occasion de se voir, soit en Suisse, soit en France. En tout cas, merci beaucoup. Et puis au plaisir de pouvoir échanger. Merci à toi. Merci beaucoup, merci à toi pour l'invitation. Et puis si tu passes par chez nous, fais signe. Yes, ça marche. Merci à tous. En tout cas, pensez à mettre un 5 étoiles, un petit commentaire et on se retrouve la semaine prochaine pour un nouvel invité. Allez, salut. Voilà, c'est fini pour aujourd'hui. J'espère que l'épisode vous a plu. Merci d'avoir passé ce moment en ma compagnie. Deux petites choses avant de vous quitter. Si vous cherchez les notes de l'épisode ou que vous voulez tout simplement me contacter personnellement, allez sur mon site andypoiron.com. Donc tout attaché, www.andypoiron.com. Vous trouverez toutes les informations nécessaires. Et dernière chose, et c'est la plus importante pour moi, si vous voulez m'aider à promouvoir ce podcast, eh bien vous mettez un avis 5 étoiles sur Apple Podcast. Si vous regardez cet épisode sur YouTube, eh bien pensez à liker et à vous abonner à ma chaîne YouTube et pensez à en parler autour de vous, pensez à en parler à vos amis ou à vos collègues dans le fitness. Ça permettra véritablement à ce podcast d'avoir beaucoup plus de visibilité. Voilà, en tout cas, merci, à très vite pour le prochain épisode.